Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peinture, photographie, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Susan Shams, le cinéma d'Abbas Kiarostami. Un voyage vers l'Orient mystique, 2011. Louise Albert SERRUT, Jean-Luc Godard, cinéaste acousticien. Des emplois et usages de la matière sonore dans ses œuvres cinématographiques, 2011. Sarah Leperchet, l'esthétique de la maladresse au cinéma, 2011. Marguerite Chabrol, Alain Kleinberger, Le Cercle Rouge, lecture croisée, 2011. Franck Lafont, Cauchemars italiens. Le cinéma fantastique, volume 1, 2011. Franck Lafont, Cauchemars italiens. Le cinéma horrifique, volume 2, 2011. Laurent Desbois, La renaissance du cinéma brésilien 1970 à 2000, La complainte du Phénix 2010. Laurent Desbois, L'Odyssée du cinéma brésilien 1940 à 1970, Les rêves d'Icare 2010. Guy Gauthier, Géographie sentimentale du documentaire 2010. Stéphanie Varela, La peinture animée. Essai sur Émile Reynaud, 1844 à 1918, 2010. Éric Schmulevitch, Yvan le Terrible de S.M. Eisenstein. Chronique d'un tournage, 1941 à 1946, 2010. David Buxton, Les séries de télévision, Forme, idéologie et mode de production, 2010. Corinne Vuillaume, Sorcier et sorcière à l'écran, 2010. Éric Bonnefille, Raymond Bernard, Fresques et miniatures, 2010. Marie-Jo Pierronmoinel, Modernité et documentaire. Une mise en cause de la représentation, 2010. Cécile Saurin, Pratique de la parodie et du pastiche au cinéma, 2010. Daniel Weil, Souffle et matière, 2010. Delphine Robicdiaz, L'art de représenter un engagement personnel, 2010. Frédéric Calcagno-Tristan, L'image dans la science, 2010. Marguerite Chabrol, Alain Kleinberger, Casque d'or, lecture croisée, 2010. À Henri et Madeleine Baudin. À Guy et Annick Beltante. À Marion. Remerciements. Ce travail est tiré de ma thèse de doctorat commencée en 2003, soutenue le 1er juillet 2008 à l'Université Lumière Lyon 2. Je tiens à ce titre à remercier Jacques Gerstler, Brigitte Legrignoux et Marc Lee pour leurs réflexions et leurs critiques stimulantes, ainsi que Jean-Louis Marie pour son encadrement à toute épreuve et le confort intellectuel qu'il aura installé entre nous à travers les nombreuses séances communes d'élaboration au cours des 8 dernières années universitaires. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à Guillaume Soulez pour ses remarques de lecture et son appui dans cette démarche interdisciplinaire. Merci au laboratoire Triangle de l'ENSLSH, qui m'aura permis de présenter mes recherches devant de nombreux publics, et à mes amis docteurs et doctorants d'avoir partagé cette quête sans fin avec générosité et bienveillance. Merci enfin à mes parents et à mes proches qui m'ont toujours épaulé et encouragé au fil des pages et des images traversées, parfois à contre-courant. Introduction. Qui se sépare de son Dieu, se séparera aussi de ses autorités terrestres. Heinrich Heine. Dans son ouvrage paru en 1998, Avoiding Politics 1, la chercheuse américaine Nina Eliassoff a tenté d'analyser les différentes formes d'apathie que pouvait emprunter la parole politique des individus. Il ressort principalement de ce travail que l'absence d'engagement et d'intérêt pour le politique observée dans le langage des personnes interrogées, le plus souvent dans un cadre associatif, ne provient pas uniquement d'un individualisme triomphant ou bien d'un repli identitaire contextualisé. Si les citoyens évitent de parler de politique, ou maintiennent le débat dans l'étroitesse de leur quotidien immédiat,
c'est aussi pour aménager à l'intérieur de la discussion un espace où l'espoir d'une action politique plus juste serait prédominant. Puisque la réalité sociale les rend méfiants face au personnel politique, alors la stratégie d'évitement, d'évaporation, Eliassoff 2003 page 241, du sujet leur permet de contourner ce qu'ils considèrent comme un échec démocratique pour imaginer, entre silence et lutte, d'autres moyens d'envisager de véritables résolutions à leurs problèmes concrets. Face à la complexité des discours et l'autonomie des publics dans la production des opinions développées, l'auteur pose ainsi la question des sources nécessaires à l'élaboration des jugements et des opinions concernant le politique. En effet, s'il existe un évitement circonstancié des sujets politiques plus ou moins volontaires, comment les individus recueillent-ils suffisamment d'informations pour jouer leur rôle d'électeurs quand la société leur en offre la possibilité lors des scrutins locaux ou nationaux ? Et où les citoyens vont-ils chercher les ressources, les représentations à mobiliser lors des élections ? La plupart des chercheurs spécialisés dans l'étude de la participation électorale en Europe ou aux États-Unis s'accordent pour pointer une diminution tendancielle de celle-ci dans les pays occidentaux, diminution qui porterait la marque d'un désintérêt pour le politique, Sniderman, 1998 page 127, et qui impliquerait a fortiori une transformation des rapports classiques de socialisation Q', entretiendrait les citoyens avec leurs institutions politiques, Birnbaum 1975 pp 56 et 58. Ou surprendre alors la source de denrées politiques qui fondent l'opinion publique en dehors des sphères publiques, institutions, lieux de travail ou privés, discussions en famille, entre amis, si ce n'est dans le discours médiatique, et au premier rang de celui-ci dans la télévision, si célèbre à ses débuts pour avoir accru l'intérêt des téléspectateurs à l'égard de la chose publique de K.S. Newton 1995 page 141. Il faut croire que les sociétés ont bien changé désormais, à l'heure où le chemin des isoloirs est régulièrement délaissé tandis que ces mêmes spectateurs s'adonnent plus que jamais aux loisirs télévisuels 3. Cette affirmation se doit toutefois de prendre en compte la multiplicité des rapports aux politiques, comme un ensemble de pertinence, et le caractère des jugements politiques individuels, plus ou moins robustes 4, intéressés, changeants, volatiles. Tous les individus n'utilisent pas la télévision pour se nourrir d'informations politiques, et ceux qui le font mêlent ce paysage de représentation à d'autres terrains diffuseurs de représentation politique. Si l'on en croit les études d'audience récentes, Institut Médiamétrie, rapport annuel 2009, les dernières analyses concernant les pratiques télévisuelles des spectateurs en Europe et en Amérique du Nord, Institut Nielsen, rapport annuel 2008, l'individu moyen, âgé de 4 ans et plus, consomme aujourd'hui entre 3 heures et 4 heures de télévision par jour, jusqu'à 6 heures en moyenne pour un adolescent américain, entre 12 et 17 ans. Nielsen annonce en parallèle que le nombre de postes de télévision a supplanté le nombre d'individus dans les foyers américains à la fin de 2006. Un ménage américain compte 2,73 postes de télévision pour 2,55 personnes en moyenne d'après ses recherches. La moitié des foyers américains possèdent au moins 3 téléviseurs, et seulement 19% n'en ont qu'un seul. La situation s'est inversée depuis 1975 où 57% des ménages possédaient une télévision, et 11% en avaient 3 ou plus. L'augmentation du nombre de postes de télévision coïncide avec la hausse du temps passé devant l'écran, qui atteint en 2007 à 2008 un record d'environ 8 heures et 14 minutes par jour et par ménage, soit 13 minutes de plus qu'à la saison 2005 à 2006. La télévision demeure donc le média le plus populaire du pays, c'est aussi le cas en France. L'individu moyen passant le plus clair de son temps libre dans des activités multimédiatiques, et surtout devant la télévision, celle-ci doit par déduction lui proposer un ensemble de représentations qu'il utilisera ou non pour faire ses propres choix politiques. Y aurait-il alors une sorte de compensation fonctionnelle entre la baisse de la capacité de socialisation des individus par la politique et l'augmentation de la capacité de socialisation des individus par la télévision ? Le rôle de la télévision serait-il aussi de plus en plus fort dans la formation du rapport ordinaire que chacun se construit avec le politique ? Plus fort que la formation menée par l'État et les instances classiques de politisation ? Il est facile d'accuser les images et les médias de tous les maux. Encore faut-il essayer de comprendre pourquoi les individus passent autant de temps en compagnie la télévision,
ou bien sur Internet où les mêmes programmes peuvent être visionnés de façon plus fragmentée. La multiplication des écrans, qui correspond à un fait technologique majeur de nos sociétés, et les implications de ce phénomène sur l'intégration sociale, culturelle et psychologique des individus n'a pas encore été véritablement analysée faute d'un recul nécessaire, de la progression constante de la part numérique et d'Internet dans cette dénomination, et de la difficulté fondamentale de se pencher sur les rôles, les affects et les effets envisageables entre les technologies et les personnes. Nous pouvons néanmoins tenter de saisir la complexité intrinsèque de ce dispositif qui peut être accaparé par les individus dans un but participatif ou de divertissement, un objet de projection qui montre et qui cache à la fois. Un écran monoface ou biface pour reprendre la distinction opérée par Stéphanie Katz 2004, pp 22 à 26, selon que celui-ci tient à présenter à ses publics un état complet du monde, achevé, une version qui ne supporte aucune contradiction, englobante, univoque, ou bien qui envisage le spectateur comme un véritable participant au message, qui lui demande de réfléchir et de compléter lui-même le message qui lui est proposé. Un message qui, dans ce cas, révèle la singularité de l'auteur et du spectateur dans la communication proposée, et qui représente le propre de l'art, et notamment celui de la fiction au cinéma face à la publicité de masse, Zizek 2010 page 23. L'écran contradictoire offre donc au spectateur plusieurs positions selon l'engagement de ces derniers, qui peuvent l'utiliser comme un moyen de contrôle, une façon d'explorer le monde, de le comprendre et d'avancer vers le réel, ou bien plutôt de se dégager de lui et de se servir de l'image comme un refuge, une distraction, une protection contre le quotidien. De quoi faut-il donc se protéger ? Pour Hannah Arendt, le passage du XIXe au XXe siècle aura marqué la fin d'un âge traditionnel, où la foi et la religion tenaient le monde, où l'autorité spirituelle comme l'autorité étatique fondait le rapport de l'individu à la société, 1972 page 56. Cet âge traditionnel se serait ainsi effacé pour laisser la place à un âge nouveau pouvant être caractérisé par la perte progressive de la permanence et de la solidité du monde qui datait pourtant de l'Antiquité, des premiers pas de la démocratie, Ibid, page 63, et par l'apparition d'un individu qui remplace peu à peu l'intervention par la vision, qui substitue la chair à l'écrisis, l'image à la vérité, qui voit l'autre comme un rival dans une vidéosphère, aux allures alternatives de bouclier ou de cocon. Le psychanalyste Serge Tisseron interprète même cet acte de refuge dans les images comme une volonté des publics de retrouver un bien-être infantile, une position végétative, fétale, tranquille et assistée. Les images deviendraient ainsi nos mères adoptées, 2003 page 107. Les histoires projetées sur les écrans apparaissent donc comme beaucoup plus importantes qu'il n'y paraît pour chaque spectateur, celui qui semble s'en détacher le plus étant peut-être celui disposant de moins de difficultés à soutenir la vision tangible de notre monde et de sa propre place à l'intérieur des espaces culturels localisés. Ibid, page 126. Comment alors articuler et situer scientifiquement notre travail dans cette complexité liée d'une part à la culture des écrans en général, et celle de la fiction télévisée en particulier, et d'autre part aux compétences politiques des individus, à la fabrication de leurs opinions et leurs jugements sur le politique ? L'état des savoirs en sciences humaines nous enseigne que la relation individu-image est des plus délicates à cerner, que le spectateur ne peut être envisagé comme prisonnier d'une passivité excessive liée à sa consommation d'images, qu'il se sert aussi d'elles à des fins psychologiques, cognitives, politiques propres, qu'il s'appuie sur ces images pour enrichir sa représentation du monde et son rapport à la réalité, le Grignou 2003 page 155. Comment faire pour mesurer l'influence de la télévision en matière politique ? Faut-il d'abord utiliser le terme d'influence ? Réfléchir à l'influence de la télévision, c'est se référer au lien entre production et réception au sein de nombreux systèmes, c'est aussi mettre en valeur l'ensemble des empreintes et des changements manifestes ou latents produits par la télévision sur les individus, considérés sur le plan cognitif, affectif et comportemental, sur les groupes, les sociétés et les cultures, Courbet-Fourquet 2003 page 9. En lui préférant le terme de contribution, nous avons choisi de mettre l'accent sur la participation d'un phénomène à un résultat, la part que prend par exemple la fiction télévisée et ses messages structurants dans la fabrication d'un jugement ou niveau d'intérêt sur le politique, en sachant que la fiction n'est pas la seule cause de ce résultat.
Les recherches effectuées par Stuart Hall à Birmingham au cours des années 1960 à 1970 ont démontré la nécessité d'examiner les relations intermédiatiques plutôt que les effets d'un seul média, plus propice à l'examen des productions-interprétations de signification, meanings, qui mobilisent ou démobilisent les cultures populaires. La culture devient désormais le site de la production des luttes pour le pouvoir, où le pouvoir ne se manifeste pas nécessairement comme une forme de domination, mais toujours comme une relation inégale entre les forces qui participent à cette lutte, dans l'intérêt de groupes particuliers de la population. Grossberg, 1995, page 4. Le champ des médias n'apparaît donc plus comme un bloc menaçant, fermé, autonome, qui aliène la pensée et les pratiques de ceux qui y sont exposés, mais bien plutôt comme une véritable arène au sein de laquelle s'exercent à la fois des effets HE accent aigu GE accent aigu monique de pouvoir et leur contestation. Les individus utilisent ainsi leur expérience de spectateurs pour définir leur relation au monde, à la société, mais pas uniquement cette expérience, qui fait partie des nombreuses relations qu'ils tissent, qu'ils n'arrêtent jamais de tisser avec leur environnement. Ils s'emparent ainsi des messages et des images, dialoguent avec eux au sein d'un système médiatique dynamique et poreux dont les frontières sont de plus en plus difficiles à cerner. À partir des conclusions de Hogarth Hall, et de l'ensemble des chercheurs qui ont participé au développement des Cultural Studies en Europe, nous sommes donc en mesure de placer notre étude dans le champ des médiacultures selon l'expression définie par Éric Massé, médias à la fois comme industrie culturelle et comme médiation, culture comme rapport anthropologique au monde à travers des objets de l'esthétique relationnelle spécifique, 7. Nous nous intéressons donc à la façon dont les mouvements culturels, comme les contre-mouvements culturels, fabriquent la réalité sociale à partir de cette forme particulière de médiation qu'est la médiation médiatique. Pour être plus précis, nous situons notre recherche, interdisciplinaire par essence, dans le sillon d'une sociologie post-critique des médias qui ajoute une série de nuances et de complexités à la théorie critique développée par l'école de Francfort. Le terme d'hégémonie doit être préféré dans ce cas à celui de domination, car comme le précise Éric Massé, il fait référence à une véritable dynamique, plus qu'à une situation figée, dénoncée jusque-là par les théories marxistes et francfortiennes 8. Il y a domination culturelle quand une culture s'impose à une autre, volontairement ou non, 2006 page 23. Les industries culturelles sont plus sensibles que les institutions sociales et politiques aux transformations des normes et des références collectives, la durée de vie de plus en plus courte des modes et des tendances culturelles inscrivant ainsi la notion d'instabilité au centre même de leur fonctionnement. Dès lors, selon l'état des conflits et des rapports de force dans la société, l'hégémonie culturelle sera plus ou moins contestée ou acceptée, ce qui rend la notion de domination impropre à définir au mieux la complexité des mouvements culturels contemporains qui révèlent à la fois une évolution rapide des logiques de marché d'une part, et la pluralité des logiques individuelles d'autre part. L'étude des industries médiatiques, et de la télévision en particulier, doit alors nous permettre de mettre en lumière à un moment donné leur discours sur la société, sur la réalité des rapports de force qui la composent, tout comme les représentations du politique qu'ils transmettent aux citoyens spectateurs actifs et stratégiques. Nous nous intéressons donc à la réalité symbolique, construction sociale de la réalité par les médias, une image monde neuf, transmise aux individus par le biais principal de la télévision, individus qui ont eux-mêmes un rôle à jouer dans la stabilité ou l'instabilité des rapports de force au sein des sphères culturelles, techno-économiques et gouvernementales de la société 10. Les spectateurs sanctionnent en effet les programmes télévisuels en choisissant ou non de les regarder, mais ils sont aussi susceptibles de pérenniser ceux qui font le plus écho à leur propre vécu expérientiel et esthétique 11. Ce qui est notamment le cas des séries américaines de fiction, objet légitime de recherche puisque rassemblant chaque semaine devant leur poste plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Ces nombreux destinataires sont à la fois des usagers de la réalité médiatique, et aussi des partenaires des messages qui leur sont proposés. Les médias de masse deviennent ainsi des médiacultures où la pensée complexe permet de voir le système médiatique comme un lieu d'échange et de conflit de volonté, qui s'articule autour d'une dialectique, d'une tension entre une logique de production, bureaucratisation, standardisation et une logique de consommation, autonomie, individualisme.
Il n'y a donc pas un effet des médias, mais un ensemble de contributions variables et différentes selon ce que chaque individu est venu chercher devant son écran, et ses façons d'utiliser, d'organiser ce qu'il a vu et ou compris en termes de répertoire, la restitution de cette rencontre, cette connexion dans son expérience quotidienne. Quel impact direct et indirect, selon la prise de conscience, ces représentations du monde peuvent avoir sur la fabrication de l'opinion politique par l'individu ? Existe-t-il un lien entre la définition par la fiction télévisée d'un espace du pensable qui évoque notamment l'évacuation du politique et la diminution de la participation citoyenne, l'augmentation de la défiance entre les citoyens et leurs représentants, la crise de légitimité de ces derniers ? Et en se basant sur le travail de Nina Eliassoff, pouvons-nous imaginer que les séries américaines cultivent les désirs individuels d'évitement du politique et de constitution d'un ailleurs, plus juste, d'une éthique intime où l'humanisme politique conserverait toute sa potentialité ? Ce sont ces effets hypothétiques qu'il faut étudier, ces types de contributions de la télévision sur la construction individuelle de l'opinion politique, tout en soulignant la multidiversité des facteurs pris en compte par l'individu dans la formulation de son jugement, dans son rapport aux politiques, limitant de prime abord la portée expérimentale de ce travail. Les chercheurs qui se sont penchés récemment sur les messages télévisuels, de leur programmation à leur réception, se sont souvent focalisés soit sur la grande liberté, la volatilité des spectateurs dans l'usage du média et dans la réception des sociaux monde 12, certains abordent le sujet en se demandant comment la télévision influe sur le spectateur, les autres préférant s'interroger sur les influences du spectateur sur la télévision. Il s'agit bien sûr ici de mêler ces deux angles d'analyse en insistant sur la coproduction 14, des flux par le destinateur et le destinataire des programmes, en soulignant d'une part la volonté du producteur de gagner de l'argent tout en se maintenant dans le champ économique, et d'autre part la volonté du spectateur de consommer comme il le souhaite les émissions, d'intégrer ou non les messages selon ses affects, ses connaissances et ses expériences. Nous verrons donc à partir du matériau important accumulé dans notre recherche, qu'il existe autant de dissonances culturelles 15, de façons de lire, d'utiliser les messages médiatiques ou d'y résister que de spectateurs, et que les rapports qu'entretiennent ces derniers avec la fiction doivent se saisir en termes de délibération et de dialogue plutôt qu'à la lumière d'une perspective trop idéologique qui pencherait en faveur d'une soumission de fait aux modèles et aux discours proposés à l'écran. Pourquoi alors s'intéresser à la fiction, et plus particulièrement aux séries télévisées américaines ? Pour l'écrivain Martin Winkler, la télévision est une hydre à trois têtes, Winkler 2002 page 63. La première tête est spectaculaire. Elle contient des jeux et des débats démonstratifs manipulateurs. La seconde est informative et peut s'insérer dans une tentative d'explication du monde. La troisième enfin susurre des fictions, qui en travaillant le faux produisent du vrai. C'est sur cette troisième tête que nous avons choisi de nous pencher, pour des raisons qui tiennent d'abord au niveau de réalisme des scénarios et des personnages développés à l'écran, à la psychologisation du propos, favorisant l'identification de ceux qui les écoutent. Tisseron 2003. pp 139 à 142, elle-même contribuant à l'impact du message explicitement ou implicitement politique sur les jugements des téléspectateurs. Un programme télévisuel peut avoir un cadre politiquement explicite, un journal d'information, une émission de débat, un spot électoral, les questions-réponses au gouvernement à l'Assemblée nationale ou au Sénat, un talk-show politique ou politiquement implicite, fiction, divertissement, spectacle. Chaque programme peut aussi être explicitement politique quand il a pour unique vocation et contenu une représentation du monde politique, qu'il s'agisse d'un commentaire, d'une critique, d'un débat,
ou bien la suggestion d'un idéal, les Guignols de l'info, la série à la Maison-Blanche, le film des hommes d'honneur. A contrario, un programme télévisuel est implicitement politique quand il ne représente pas uniquement à l'écran le monde politique, qu'il relègue à des symboles détournés, à des anecdotes. Un programme qui ne parle pas de politique peut cependant nous intéresser quand il tient à représenter l'état du monde à l'écran, et qu'il fait disparaître plus ou moins volontairement les institutions et les hommes politiques de cette représentation à des fins commerciales et culturelles. Les séries télévisées françaises disposent de moins de moyens financiers pour exister et pêchent dans leur discours par manque de vraisemblance. Vinclair 2005, page 11. Elles sont aussi moins regardées que leurs homologues américaines, moins présentes sur les grilles des programmes privés et publics de la télévision, et moins complexes au niveau de leur narration et de leur préparation. Colonna 2010. Les séries américaines, bien que promouvant dans leur scénario un mode de vie et de société qui leur est propre, gomment plus ou moins volontairement un nombre certain de leurs particularismes et dessinent un portrait fragmenté de l'individu contemporain afin de s'assurer une audience internationale la plus large possible. Les héros hébergés à l'écran touchent et reflètent ainsi directement la complexité intime des spectateurs qui s'engagent de plus en plus activement à leur côté, et souvent sur la durée. Chalvon de Mercey, 2003, y puisant une reconnaissance de leurs conditions et de leurs contradictions internes difficilement exprimables en public. Il n'y a donc pas d'obstruction à l'étude de leur contribution sur un public français. Le choix d'un tel objet de recherche participe d'abord de l'état des travaux des sciences de l'information et de la communication, et de la science politique. Cette dernière en effet, dans son rapport aux images, se sera jusqu'ici intéressée principalement aux programmes exclusivement politiques, à ceux qui traitent du monde politique réel, comme l'information télévisée ou les débats, les caricatures politiques ou bien encore les talk-shows tournant autour de l'actualité politique. Gerstley, 2004, page 42. Elle n'aura pas encore vraiment interrogé ce qui constitue pourtant la majorité des programmes diffusés par ce média. La fiction, et surtout comment ces fictions traitent le sujet du politique entendu, selon une définition institutionnelle héritée de Weber, 1971, et Simmel, 1992, comme l'administration de la conflictualité et de la communauté sociale par un groupe d'individus et ou des institutions, disposant à cette fin du monopole de la violence légitime sur un territoire donné. On parle ainsi du politique lorsque l'institutionnel en tant qu'essence du régime en place sur un territoire est visé, et de la politique quand il s'agit de traiter autant des aléas du vivre ensemble que de la formation et de l'évolution des opinions publiques en démocratie. En France, les textes critiques et surtout synthétiques sur ce genre fictionnel sont quasiment inexistants en sciences politiques, et l'essentiel des contributions de fond consiste en une poignée d'ouvrages majeurs et écrits par moins d'une dizaine d'auteurs. Aux États-Unis, au contraire, la télévision dans son ensemble et les fictions en particulier font l'objet d'une pléthore d'articles et de publications de tout niveau, mais là encore la question du traitement de la politique par la fiction, et des effets de ce traitement sur les opinions politiques individuelles n'a pas encore abouti à l'édition d'un ouvrage de référence. Ce constat s'analyse notamment par l'aspect générationnel dégagé par notre problématique. Les séries américaines dites réalistes, au niveau de leur traitement du quotidien, et qui nous serviront d'outils d'analyse du politique par excellence, sont apparus à la fin des années 80 et dans les décennies suivantes. Ainsi, ceux qui semblent, par leur exposition privilégiée à cette offre fictionnelle-ci, les plus amenés à intégrer ces objets dans une recherche, universitaire ou non, sont au plus tôt nés dans le courant des années 70. Notre démarche s'explique ensuite par un intérêt personnel appuyé, motivé principalement par le passage de séries à visée uniquement divertissante, comique, ou se situant dans le registre du merveilleux, de l'enfantin, à des programmes de plus en plus sombres, obsédés par la mort et la frustration, et par là même contradictoires avec la notion même de divertissement. Beltante, 2010. Des séries où le héros classique, souverain est dorénavant, lui aussi, traversé par le mal, et ce depuis le passage remarqué du Twin Peaks de Mark Frost et David Lynch sur les écrans américains entre 1990 et 1991. De nombreuses séries ont ensuite fait de l'angoisse et de la difficulté à exister dans les démocraties modernes leur thème favori qu'elles développent dans des scénarios très élaborés, riches, bien éloignés des productions françaises encore balbutiantes.
Certaines ont par ailleurs consacré leur sujet aux politiques lui-même, aux institutions politiques et à ceux qui les conduisent, mêlant réalité et fiction dans des objets médiatiques hybrides, qui nous intéressent d'autant plus qu'ils se font parfois l'écho des débats politiques actuels dans la société outre-Atlantique. Nous leur appliquons un mode de traitement particulier car peu de spectateurs français les ont déjà visionnés, à l'inverse des séries implicitement politiques, qui comptent des millions d'admirateurs parmi eux. Pour déterminer précisément les contours du traitement de la politique dans des programmes fictionnels, et objectiver leur possible contribution dans la fabrication des jugements sur le politique, nous suivons 2 axes d'analyse. 1. Une analyse de contenu. Il s'agit d'abord ici de sélectionner et de visionner l'échantillon de séries américaines de fiction réaliste, parmi la centaine disponibles sur les écrans français. Nous y interrogeons ensuite l'ensemble des données recueillies pour dresser un tableau des représentations du monde, explicitement ou implicitement politique, diffusées par ces programmes télévisuels. L'analyse doit aussi répondre à la question : qu'est-ce que ces séries américaines de fiction réaliste montrent ou non du politique ? Il faut enfin interpréter ce tableau à l'aide des travaux politiques et sociologiques disponibles en l'état des recherches. 2. Une analyse de réception. Nous mettons en place à cette occasion un dispositif de terrain constitué de questionnaires et d'entretiens pour cerner au plus près les réactions des spectateurs les plus jeunes, ceux qui sont les plus grands consommateurs de ces séries, qui ont intégré au mieux leurs règles et leurs formes, avant de dresser des typologies permettant de regrouper ces réactions en profils types propices à l'analyse. L'enquête par questionnaire cherche à mesurer l'intérêt porté par un échantillon de 200 personnes environ à la politique et aux séries américaines de fiction classique, c'est-à-dire celles qui sont implicitement politiques, qui repoussent la politique en dehors du quotidien des personnages. L'enquête par entretien individuel, elle, mesure l'intérêt porté par un échantillon de personnes issues de l'enquête par questionnaire aux séries américaines explicitement politiques. Elle approfondit les résultats obtenus grâce au questionnaire et propose aux enquêtés, en plus des questions orales de l'enquêteur, le visionnage d'un épisode d'une des séries retenues pour la recherche, étape nécessaire puisque ces séries sont peu diffusées et regardées en France. Ce dispositif permet de cerner au mieux les liens existants entre la consommation de séries américaines d'une part, et la formulation de l'opinion sur le politique d'autre part. Nous devons enfin garder en tête tout au long de notre exploration les critiques classiquement adressées par une partie des chercheurs en sciences humaines aux délimitations proposées par ce type de sujet, et qui portent principalement sur l'absence d'un travail sur le long terme permettant de saisir des changements structuraux dans la parole des individus, la trop grande transversalité des objets à travailler et le caractère médiacentré de la problématique, qui ne rend pas assez compte des relations tissées entre les médias et les outils d'information et de communication, Miege, 2003. C'est à la lumière de ces critiques que notre première partie interroge l'état des savoirs sur les rapports existants entre la télévision et le politique, sur la dynamique entre la réalité symbolique proposée par les médias et les institutions politiques, sur l'usage que les spectateurs font de cette réalité et de ces institutions. Nous revenons ensuite plus longuement sur la transformation et la multidimensionnalité du rapport aux politiques dans les démocraties occidentales, et les mutations de la télévision au rang desquelles figure le succès grandissant des programmes de fiction, avant de nous concentrer sur l'évolution des études de réception des messages médiatiques et sur ses conséquences par rapport à notre sujet de travail. La seconde partie a pour tâche de définir clairement les objets médiatiques qui constituent nos principaux objets d'analyse. Nous procédons notamment à une étude institutionnelle afin de mieux cerner les liens existants entre les groupements, les directions de chaînes productrices de séries américaines, et le pouvoir économique et politique en place. Nous sélectionnons aussi les 4 séries à interpréter, à la Maison-Blanche, Les Sopranos, Ally McBeal et Friends, à partir de critères d'audience, de disponibilité et de réalisme. Ces objets complexes nécessitent un tel approfondissement dans la recherche car ils ne constituent pas des données, mais des obtenus selon l'expression d'Éric Massé, 2006 page 14, les messages médiatiques qu'ils diffusent étant dictés à la fois par les esprits des scénaristes et par un contexte politique et culturel précis, des exigences économiques qui sont soulignées par les producteurs de ces programmes. L'analyse de la démocratie à l'écran donne lieu à la 3e partie de l'ouvrage,
qui met en valeur l'image du pouvoir politique, de l'institution, de son personnel et des citoyens. La série à la Maison-Blanche, qui fait figure d'exception, y est détaillée. Cette série très pédagogique permet de souligner l'apolitisme des propos tenus dans les autres séries, une absence du politique, réduit au silence la plupart du temps, même si quelques références relatives aux symboles ou à la crise de la représentation subsistent. Cette exclusion du politique laisse la place à une description désenchantée des psychologies, des portraits de héros abandonnés, de citoyens passifs et d'institutions en péril. Les enquêtes de terrain et leurs résultats composent le sujet de notre 4e partie. Nous y parlons dans un premier temps de la conception du questionnaire test et des entretiens individuels après visionnage d'un épisode de série, définition des objectifs, échantillons, échelle et niveau d'intérêt, variables à retenir et collecte des réponses, avant de construire des groupes et des profils de téléspectateurs à partir des résultats. Nous proposons 6 types de contributions politiques des séries américaines de fiction à la formulation des jugements sur le politique. Information, compréhension, socialisation, identification, maintien ou déstabilisation du jugement, ainsi que des profils d'autonomie et de résistance au message médiatique, en perspective avec les débats théoriques actuels sur le sujet. Nous proposons en annexe de cette recherche, à côté de notre bibliographie thématique, une série de fiches résumant les propos de chaque interviewé ainsi que les profils détaillés des participants à l'enquête par questionnaire. Première partie, télévision et politique. Usage et dynamique. Cet ouvrage s'articule autour de ce que fait la télévision du politique, et de ce que les spectateurs font de la télévision quand ils pensent le politique et le jugent. Nous devons cependant prendre du recul dans un premier temps et revenir plus en détail sur les liens qui unissent aujourd'hui le politique à la télévision, la réalité médiatique et symbolique à l'institution politique. Il faut pour cela mettre en valeur le caractère dynamique, et non plus statique, des relations entre les spectateurs et le petit écran, ainsi que la transformation du rapport au politique qui se joue dans notre société, une crise de légitimité politique des gouvernants qui pousse désormais la télévision à s'emparer de la formation politique des individus. Nous nous attacherons enfin à ce que les sciences sociales et de la communication nous disent de la lecture de séries télévisées par les spectateurs, de leur réception politique, des usages politiques de la fiction télévisée, sujet qui connaît encore à l'heure actuelle de véritables lacunes bibliographiques sur le plan scientifique en France. Chapitre 1 : Le citoyen spectateur et la transformation du politique. Nous avons vu dans notre introduction qu'il fallait appréhender le système et la configuration médiatique comme un lieu de tension, de dynamique qui ne fait pas du spectateur un simple récepteur, passif et ignorant, mais plutôt un individu complexe, contradictoire, qui peut aussi influer sur l'émetteur médiatique en lui soumettant ses goûts et ses aspirations. Nous allons dans ce chapitre nous interroger sur l'état du politique, sur l'étendue de ses symptômes, qu'ils soient de crise ou témoins d'une simple transformation. En analysant cet état tel qu'il nous apparaissait en 2005, à l'heure de notre problématique, nous pourrons alors mieux appréhender la place du politique à la télévision, et celle du récit fictionnel dans le politique. Des symptômes réels de crise de la politique représentative. La participation politique dans les démocraties pourrait être définie comme l'ensemble des activités collectives des citoyens susceptibles de peser, d'influer sur le système politique. L'acte électoral représente la modalité la plus évidente de participation politique même si d'autres modalités existent, différents selon le degré d'implication, inscription sur les listes électorales, adhésion à un parti, militantisme actif, etc. En outre, il faut distinguer des formes de participation politique protestataire ou non conventionnelle. Elles expriment souvent la volonté des citoyens d'influencer directement la décision publique en sortant du jeu normal et routinier de la vie politique légitime. Grève, manifestation, sit-in. Si la majorité des auteurs en sciences politiques s'accordent autour de la notion de crise pour définir le contexte contemporain de la participation politique 16, il nous faut revenir plus directement sur les faits politiques constitutifs, selon eux, de cette crise afin de pouvoir retenir ou non un tel état de qualification, ou bien même de le relativiser. Une diminution de la confiance politique. Depuis une dizaine d'années,
On observe en France une dégradation spectaculaire de l'image de la classe politique et une désaffection à l'égard des grandes institutions publiques. Entre 1977 et 1999, la proportion de Français qui estiment leurs dirigeants corrompus est passée de 38 à 64%. En 1977, plus de la moitié pensait que les hommes politiques se préoccupaient des citoyens comme eux. En 1997, ils étaient moins d'1 sur 5. Une proportion équivalente a le sentiment d'être bien représenté par au moins un leader politique, contre 35% en 1989 et un quart par au moins un parti politique, contre 39% en 1989. Données tirées des enquêtes périodiques de la Sofres auprès d'échantillons représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus. Et si l'armée et la police conservent un niveau élevé de confiance, la crédibilité de l'institution parlementaire, de la justice et de l'administration sont en baisse. La proportion de confiants est passée entre 1981 et 1999 de 56 à 39% pour le Parlement, de 57 à 45% pour la justice et de 53 à 44% pour l'administration, enquête du quotidien Valeurs 2000. Cette défiance politique, cette érosion des soutiens, selon l'expression du politologue américain David Easton, Morris, 1998 page 27, est aussi susceptible parfois d'affecter la foi des citoyens envers les valeurs démocratiques, même si ce n'est pas automatique. On peut critiquer les élites, les institutions, et en même temps rester attaché à la démocratie. 17. Une dégradation du sentiment de représentation politique. Hier, les classes et couches sociales étaient relativement identifiées, et les acteurs politiques reflétaient plus ou moins cette représentation socio-économique. Aujourd'hui, ce phénomène de délégation est brouillé, il y a donc là un premier niveau d'indétermination. Le second concerne le lien entre les idéologies et les discours des acteurs. Ce lien, de plus en plus flou dans notre société, abolit les distances et mêle les propositions politiques de gauche, de droite, et les propositions sociales des individus. La crise de la représentation politique est de ce fait aussi sociale, au sens où les structures idéologiques sont moins visibles qu'auparavant. L'augmentation d'un désintérêt et d'une défiance envers la politique. La plupart des démocraties occidentales, en particulier européennes, sont marquées par un faible intérêt des citoyens pour la politique. Bréchon, 1995, page 66. Les personnes se disant assez ou très intéressées par la politique ne sont, en 1990, que 26% en Espagne, 31% au Portugal, 29% en Belgique, 28% en Italie, 37% en Irlande, 37% en France, 49% en Grande-Bretagne et record 69% en Allemagne, ce qui peut s'expliquer par le contexte politique de l'époque, chute du mur. En février 2007, 61% des Français déclarent ne faire confiance ni à la gauche ni à la droite pour gouverner le pays. Les 4 vagues d'enquête du baromètre politique français, BPF, réalisées entre avril 2006 et février 2007, montrent qu'il s'agit là d'un phénomène structurel puisque ce pourcentage se situe, depuis un an, entre 60% et 70%. À 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, il ne se trouve que 17% des Français pour déclarer leur confiance dans la gauche pour gouverner le pays et à peine plus, 21% exactement, pour déclarer leur confiance dans la droite. Une forte abstention, liée au désintérêt pour la politique, aux transformations idéologiques, au rejet des élites, ce phénomène est fréquent. Exemple de taux d'abstention aux élections européennes de 1989 et 1994, Danemark 54%, 47%, Grande-Bretagne 64%, 63%, Espagne 45%, 41%, Allemagne 37%, 40%, France 51%, 47%. Mais l'abstention est d'abord un phénomène purement conjoncturel qui dépend du type d'élection et de l'enjeu qui y est attaché. Élections locales, européennes ou à enjeux nationaux diffèrent du tout au tout, mais aussi du nombre de consultations à un moment donné. Ainsi, ce qu'on a pu prendre pour une hausse de l'abstention dans les années 88 à 89 en France n'était vraisemblablement qu'un phénomène conjoncturel. Un faible militantisme partisan et syndical, dernier élément pouvant faire croire à une crise de la participation politique dans les démocraties. En 2002, les adhérents aux organisations politiques représentaient 1% de la population en Espagne,
3% en France, 4% en Irlande, 5% en Italie, 6% en Grande-Bretagne, 7% en Allemagne. Certaines démocraties sont de plus touchées par la désyndicalisation. En France, dans les années 1970, près de 17% de la population active salariée est syndiquée, moins de 10% aujourd'hui, contre 32% en Allemagne, 39% en Grande-Bretagne et 71% au Danemark en 2002-18. Si la crise économique, la désindustrialisation, la montée du chômage expliquent ce phénomène, le rejet d'une forme jugée archaïque de lutte politique est un facteur décisif. Enfin, notons que la désyndicalisation est moins le signe d'une crise générale de la participation politique que celui d'une transformation des modalités de défense des intérêts des travailleurs. Mais l'évidence de la crise de la participation politique doit être remise en cause. Les éléments sur lesquels se fondent les tenants d'une crise de la participation politique sont critiquables. 19. D'autre part, cette crise n'apparaît pas vraiment comme une nouveauté mais comme un phénomène récurrent. Enfin, elle n'a pas partout ni la même force ni la même forme. En France, ce que l'on nomme crise de la participation n'est pas vraiment inédit. Elle se nourrit d'un rejet traditionnel des partis politiques, d'une méfiance ancienne à l'égard des syndicats, du discrédit du personnel politique. La Troisième et la Quatrième République ont connu les mêmes symptômes, Mayer, 2003, mais ils ont abouti à des crises de régime bien plus importantes. Il apparaît donc délicat de conclure à l'existence d'une crise profonde, durable, nouvelle et générale de la participation politique. Toutefois, et malgré ces réserves, les différents signaux présentés suggèrent une critique des modalités traditionnelles de la participation politique, jugées trop limitées, ponctuelles et insatisfaisantes. On assisterait alors aujourd'hui à une crise de l'autorité politique, à une transformation des modalités de la participation politique, à une demande de nouvelles formes de participation. Les citoyens critiques se multiplient, et avec eux apparaît une exigence grandissante envers le système politique. Dans une société consumériste, les usagers de l'action publique espèrent toujours davantage. Malm, Marie Rosenberg, 2003, page 442. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politisation globale des citoyens dans les démocraties occidentales s'est accrue sous l'effet de la diffusion de l'éducation et de l'apparition de valeurs plus individualistes. Les citoyens plus autonomes tendent à s'émanciper de la tutelle des élites ou des groupes qui guidaient traditionnellement leurs choix politiques. Apparaissent alors aujourd'hui des demandes pour une nouvelle politique, liées aux valeurs post-matérialistes et qui conduisent à des mutations des formes d'engagement public. Cependant, il faut constater que le changement en matière de participation politique rencontre certaines limites. Les mutations de l'engagement politique sont sensibles au travers de deux phénomènes: le développement du militantisme associatif et la montée de la participation protestataire. Le développement du militantisme associatif, plus de 600 000 associations actives en France aujourd'hui, marque le dépérissement d'un modèle d'engagement et de militantisme tourné vers les grandes organisations, partisanes, syndicales, définissant une identité, un nous, et la valorisation d'un nouveau modèle où l'individu joue un rôle prépondérant dans des organisations peu structurées, avec un objectif clairement affiché et limité dans le temps, ESS, 2002. Ainsi en 2002, l'adhésion à des associations de défense de l'environnement par exemple, est proche, égale, voire supérieure à celle des partis politiques. 15% contre 16% en France, 18% dans les deux cas en Grande-Bretagne, 10% contre 9% en Espagne, 26% contre 15% en Belgique. Ce renouveau associatif n'est pas le signe d'une dépolitisation. Au contraire, comme le prouve l'émergence d'associations anti-FN ou d'associations à but moral, qui ont une action purement politique. Ce serait plus vraisemblablement le signe d'un appel à faire de la politique autrement, et ce essentiellement dans les pays les plus touchés par l'affaiblissement du militantisme politique et syndical. La montée de la participation protestataire est un autre signe des mutations qui frappent la participation politique dans les démocraties. L'importance des actions protestataires en France, par exemple 7 500 à 8 000 manifestations par an, amène à reconnaître que la participation non conventionnelle est une dimension à part entière de la participation politique, ESS, 2002.
On note une augmentation sensible du recours à la participation active entre 1990 et 2000. Au moins 2 de ces actes, pétitions, boycotts, manifestations, grèves, occupations, 12% à 20% en Allemagne, 16% à 23% en Grande-Bretagne, 24% à 32% en France, 17% à 27% en Italie. Ceci marque à l'évidence la volonté des citoyens de sortir des chemins balisés de la politique conventionnelle. Toutefois, il convient de relativiser les mutations en cours de la participation politique. Les nouvelles modalités d'engagement politique ne se substituent pas aux formes traditionnelles que sont le vote, l'inscription sur les listes électorales, l'adhésion, etc. En fait, il apparaît que les formes nouvelles et protestataires de participation politique s'articulent aux formes traditionnelles. On peut remarquer en particulier que le potentiel protestataire et la participation conventionnelle ne sont pas contradictoires. Certaines recherches montrent même que la participation non conventionnelle peut mener à une meilleure intégration politique. Morris, 1998, pages 26 à 27. Les personnes qui ont un fort potentiel protestataire sont aussi actives dans le domaine conventionnel. Les protestataires, plutôt jeunes, appartenant aux classes moyennes salariées, ont un haut niveau d'intérêt pour la politique conventionnelle. Pour eux, l'un ne remplace pas l'autre. Il est donc nécessaire de souligner les limites des mutations en cours. Les nouvelles formes de participation politique sont bien le signe d'une demande pour une autre politique, mais elles ne se substituent pas aux formes traditionnelles de la participation, elles les complètent en offrant à certains le moyen de s'exprimer autrement. La défiance à l'égard du monde politique ne veut pas forcément signifier un désengagement des citoyens pour la politique, cela peut même mener à l'inverse, à de nouveaux modes d'implication, de participation des citoyens à la gouvernance, hybride. Télévision et compétences politiques. La durée d'écoute de la télévision a encore augmenté dans le monde depuis 2005, constate l'étude annuelle d'Eurodata TV Worldwide présentée par Jacques Braun, directeur international de médiamétrie. En 2005, la télévision se porte bien avec une durée d'écoute moyenne dans le monde qui augmente pour atteindre 3 heures et 4 minutes d'écoute par jour et par individu, souligne Jacques Braun qui s'appuie sur des relevés effectués dans 64 pays. Si l'on compare les données pour les 30 pays historiquement observés par Eurodata TV Worldwide, on enregistre une croissance de 28 minutes de la durée d'écoute quotidienne entre 1995 et 2005. Nous nous intéresserons plus précisément au profil socio-culturel de ces individus, dans la 4e partie de notre travail consacré aux enquêtes de terrain et à la construction de groupes et de sociotypes à analyser. Au plan mondial, 63 pays, la durée d'écoute par individu a augmenté d'1 minute entre 2004 et 2005. Le Japon caracole toujours en tête, avec une durée d'écoute quotidienne par individu de 5h11, suivi par les États-Unis qui enregistrent une augmentation de 3 minutes par rapport à 2004, les Américains passant 4h31 devant le petit écran. Les Européens passent, eux, 3h15 par jour devant le petit écran autant qu'en 2004. La fiction est restée en tête des programmes de télévision les plus regardés dans le monde en 2005, selon l'étude. La fiction représente en effet 44% des programmes retenus, contre 38% pour le divertissement et 18% pour les programmes d'information. Parmi les différents genres de fiction, films, téléfilms, séries et dessins animés, on note une forte progression des séries au détriment de tous les autres genres. Les séries représentent 64% des meilleures audiences de fiction en 2005 contre 50% en 2004. Les films souffrent de la réussite des séries et ne représentent que 16% des meilleures audiences de fiction en 2005. Le divertissement pour sa part, qui comprend le divertissement proprement dit, la variété, la télé-réalité, les jeux, les talk-shows et les émissions humoristiques, représente plus d'un tiers des programmes préférés des téléspectateurs dans le monde. Les programmes événementiels demeurent une valeur sûre pour les chaînes européennes, à l'image de l'Eurovision. En Asie, c'est la retransmission du Nouvel An chinois qui tient la vedette. Enfin, la variété et la télé-réalité ont continué à représenter en 2005 ce qu'Eurodata TV appelle un duo gagnant. Lancé par la BBC en mai 2004, le nouveau format britannique Strictly Come Dancing, qui flirte entre télé-réalité et variété,
figurait au palmarès de 7 des pays observés. Le genre le moins bien représenté, le factuel, journaux télévisés, magazines, émissions politiques et documentaires, à l'exclusion des événements sportifs, a connu en 2005 des performances irrégulières. Si la fin de la télévision analogique est annoncée, l'avènement de la télévision numérique met en lumière une transformation intime du spectateur à son écran, l'apparition de la télévision à la carte. Le spectateur pourra en effet choisir et payer des programmes de télévision selon ses choix et ses intérêts, à l'inverse de sa position actuelle de zapper face à la multiplication des chaînes généralistes ou spécialisées. Si l'on observe le paysage audiovisuel actuel de plus près, celui-ci comporte une large part de programmes dédiés à la télé-réalité ou bien encore aux fictions, qui deviennent de plus en plus populaires. Ce paysage est a fortiori susceptible de fournir de nombreuses informations aux spectateurs, notamment des informations politiques, et c'est pourquoi nous devons aussi l'envisager comme participant à la compétence politique de ceux qui le regardent, tout en soulignant la multiplicité des rapports que les individus entretiennent avec la politique à travers ce média. Le niveau de compétence civique d'une société est le reflet de la proportion des adultes qui détient le savoir nécessaire pour faire des choix politiques efficaces, proportion qui fluctue dans le temps et selon les pays. Milner 2004 page 20. C'est Henri Milner qui propose cette définition dans son livre paru en 2004 aux presses de l'Université Laval. Cet auteur remet en cause les indicateurs de l'engagement civique, tels que définis par Robert Putnam dans l'élaboration individuelle du capital social. Selon Putnam, le stock de capital social qui sous-tend l'engagement civique se construit à partir de l'adhésion associative. Celle-ci génère un accroissement de la confiance envers autrui qui, à son tour, favorise la participation, 1996 pp 1-3-14. Pour Milner, la confiance a une composante culturelle et subjective trop forte pour servir une analyse consistante et déplace l'accent de la confiance vers les connaissances. Ainsi, les mesures comparatives des connaissances politiques, même si elles sont incomplètes, démontrent que la participation est plus forte dans les pays où le niveau moyen de connaissances en matière d'affaires publiques est plus élevé. Dès lors, et si les institutions politiques elles-mêmes jouent un rôle dans l'accessibilité et l'intelligibilité de l'information politique, page 20, les médias et en premier lieu la télévision, devraient eux aussi représenter une source prioritaire de diffusion de connaissances politiques individuelles et collectives. Il paraît en effet difficile de dresser un portrait actuel du média télévision sans se poser cette question, et inclure de la sorte le phénomène télévisuel dans une réflexion touchant à la science politique contemporaine, ceci nous permettant également de nous rapprocher de nos préoccupations de recherche, à savoir la mesure des contributions possibles d'un programme télévisuel sur les opinions politiques formulées par des individus. Pour Putnam, la télévision est le grand coupable de la disparition du capital social aux États-Unis, parce que le temps passé devant l'écran n'est pas mis à profit dans l'activité associative, et surtout car ce médium propose aux spectateurs l'image d'un monde méchant. 2000 page 506. Milner, lui, répond que voter prend peu de temps finalement et que l'usage intensif de la télévision lors des campagnes électorales devrait, au contraire, contribuer à la participation politique. Il préconise de substituer à nouveau la notion de compétence civique à celle de capital social, et de définir un indice de dépendance télévisuelle, qui permettrait de discerner l'impact négatif de la télévision commerciale, dont les ressources sont principalement constituées par les bénéfices de la publicité, quand celle-ci en vient à remplacer d'autres sources plus efficaces d'information politique, comme la presse écrite, 2004 page 166. L'indice tient compte à la fois du classement des pays en fonction de l'écoute de la télévision commerciale et de la consommation de journaux. Une note élevée indique qu'une assez grande proportion de gens regardent beaucoup la télévision commerciale, qui constitue pour de nombreux individus la seule source d'information politique. Milner établit ainsi une forte corrélation négative entre les notes agrégées de dépendance télévisuelle et les moyennes de participation aux élections locales, 2004 page 173. Il préconise de la part des institutions politiques une véritable prise de conscience éducative, veillant à attirer vers le processus politique les individus qui se trouvent dans les strates inférieures, exclus de la citoyenneté efficace.
Les pays qui agiront dans ce sens intégreront les besoins de cette population au processus décisionnel et à ses résultats. Selon lui, seule une démocratie à haut degré de connaissance civique dispose des capacités qualitatives d'en arriver aux compromis complexes qui permettent d'atteindre une égalité relativement élevée sans sacrifier l'efficience, particulièrement dans un environnement de mondialisation économique. Ibid, page 26. Cela peut aussi se formuler de la façon suivante. Les sociétés qui connaissent une répartition égale des ressources informatives ou intellectuelles portent également en elles une répartition plus équitable des ressources matérielles, ainsi qu'un plus fort taux de participation politique de la part des citoyens. La multiplicité des rapports aux politiques. Il s'agit tout d'abord ici de prendre au sérieux l'hypothèse sociologique de l'existence de rapports différenciés aux politiques. C'est pour des raisons différentes que les comportements volatiles sont en progression dans divers segments du public. Classiquement, les études en sciences politiques perçoivent le rapport aux politiques comme un aspect du rapport au monde en relation avec la position occupée dans le monde social. 21. Ainsi, et selon cette approche, on ne peut pas comprendre et expliquer le vote sans se donner les moyens d'analyser qui sont les électeurs. C'est alors un ensemble complexe d'informations touchant l'itinéraire social, familial, qu'il faut mobiliser à chaque fois et pour chaque individu, si l'on veut se donner quelque chance de comprendre ses pratiques de vote. Ces informations relèvent autant de la carrière scolaire et professionnelle, la carrière dans les mouvements sociaux, la position, la condition et la situation sociale, le rapport au travail, au métier et à l'avenir, que dans les consommations culturelles, l'usage des médias, les fréquentations, le rapport aux syndicats et aux associations. Le rapport aux politiques ne se fait pas, ne s'étudie pas toujours dans le cadre d'un moment particulièrement politique. Dans sa vie courante, l'individu ne privilégie pas systématiquement les lectures politiques de son environnement. Le citoyen vit aussi un rapport quotidien aux politiques. 22. Du coup, la politisation doit s'envisager comme un processus long, on ne peut pas la saisir à des moments électoraux donnés. Désormais, l'étude du rapport aux politiques des individus doit aussi prendre en compte la multiplicité des rôles du citoyen, selon l'estime de soi, le repli, la mise en avant, la multiplicité des situations, les contextes familiaux, professionnels, le contexte de l'interview, tout comme la multiplicité des temps, le temps biographique, quotidien, la place que peut prendre le politique dans l'existence individuelle. 23. Dès lors, il s'agit non plus d'analyser ces nombreuses expériences du politique uniquement à partir de méthodes favorisant l'explication externe des comportements politiques, intégration, position sociale, culturelle, mais de privilégier en complément celles qui entourent leur explication interne, et qui relèvent des processus cognitifs mis en œuvre par les personnes pour construire des jugements et des opinions. Cette explication interne implique l'articulation entre les facteurs cognitifs et psychologiques menant à la fabrication d'un rapport aux politiques. Quelles sont les fonctions de la perception, de l'émotion, de la mémoire dans la façon d'appréhender le politique? Quel rôle joue-t-elle dans l'implication politique de l'individu? 24. Nous devons nous inspirer des dernières avancées, des débats qui remuent une science politique qui interroge désormais de plus en plus le côté affectif du rapport des citoyens aux politiques, dans les liens entre le cognitif, inconscient, et le conatif, conscient, dans le cadre de l'engagement politique. Cette matière remet en effet petit à petit en cause ces méthodes d'approche du phénomène politique puisqu'il est devenu délicat, presque impossible, 25, de former des catégories homogènes d'individus répondant à des expériences identiques. L'émiettement des comportements devient ainsi la norme bousculant les recherches qualitatives et quantitatives en sciences humaines, ne disposant pas des mêmes dispositifs de mesure et de vérification que les sciences cognitives et mathématiques. Dans cet apprivoisement nécessaire des ressources psychologiques et cognitives du citoyen, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.